Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 166e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 27 mai, il est exactement 17h50 à Paris, 11h50 à New York, où se trouve notre unique invité du jour qui fera partie mercredi des 28 skippers IMOCA au départ de la New York Vendée les Sables d'Olonne, dernière course qualificative pour le Vendée Globe 2024. Il est dans son bateau qui s'appelle Stand as One dans la marina de Moonbeam à côté de New York. Il s'agit d'Éric Bellion. Salut Éric. Salut Axel, ça va ? Bien, très bien. On t'entend à peu près. Il faudra que tu forces un petit peu ta voix, Éric. Éric, comme d'habitude, avant d'échanger avec toi, je vais faire une courte présentation de cette deuxième édition de la New York Vendée. Transat en solitaire qui, comme son nom l'indique, s'élance de New York et se termine en Vendée, plus précisément aux Sables d'Olonne. La première édition courue en 2016 avait été remportée par Jérémy Bayou, avec à l'époque 14 skippers au départ. 8 ans plus tard, puisque la course n'a pas eu lieu en 2020 pour cause de Covid, le nombre de participants a doublé, puisque vous serez, Éric, 28 mercredi au départ, après les récents retraits de Paul Meillat et Alan Roura, dont quasiment tous les favoris du Vendée Globe. Un Vendée Globe dont cette New York Vendée est l'ultime course qualificative, ce qui signifie que dans la foulée, je crois que c'est le 1er juillet si je ne me trompe pas, on connaîtra les 40 skippers qui, le 10 novembre 2024, prendront le départ de la 10e édition de la course autour du monde en solitaire. Pour toi, Éric, la qualification est désormais dans la poche puisque tu as bouclé The Transat CIC. On va en reparler avec toi. Et tu n'es pas concerné par la sélection, la fameuse course aux 1000, puisque tu disposes d'un bateau neuf. Voilà donc pour cette courte présentation de la New York Vendée. Éric, raconte-nous un petit peu déjà où tu es exactement en ce moment et peux-tu nous faire une petite carte postale de New York? Eh bien, je suis dans la marina Moonbeam, qui est vraiment à la sortie de l'Hudson, donc à la sortie de New York. Donc, on est dans un coin un peu spécial parce qu'on est à New York, mais on est entouré d'oiseaux, de zones humides, tu vois, et il y a quelques maisons sur la plage. C'est vraiment un endroit sauvage. Donc, tu vois, on serait plus à l'île de Ré qu'à New York, mais on est bien à New York, dans le sud de Brooklyn. Et écoute, le ciel est gris, on attend un petit front qui va passer avec pas mal d'orage, donc l'ambiance est plutôt orageuse. On a un peu de frais là, alors qu'on a eu un cagnard ces derniers jours, on était vraiment en été, notamment pendant les runs de la Liberty Race vendredi. Et puis voilà, donc on est à New York, on est aux États-Unis, il y a des grosses voitures. Là, il y a des drapeaux américains un peu partout, même sur la marina, parce que c'est le Memorial Day, c'est férié aujourd'hui. Et ils célèbrent donc tous ceux qui servent les États-Unis par les armes, notamment la Navy. Donc là, c'était marrant, on était à Times Square hier avec les équipes du Vendée Globe et il y avait plein de marins, des marins qui se baladaient dans la ville et tout le monde aujourd'hui les célèbre. C'est vraiment orienté sur la fleet, la Navy Fleet. Donc voilà, on est bien aux États-Unis. C'était vraiment une escale de rêve. Et moi, je suis content de partir, mais j'aurais bien prolongé de quelques jours. Bon, justement, tu vas nous raconter un peu, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pendant cette escale à New York. Ça fait, je crois, maintenant 2-3 semaines que vous êtes arrivé en provenance de l'Orient à l'arrivée de The Transat CIC. Raconte-nous comment s'est passée cette escale new-yorkaise. Eh ben l'escale, nous, elle était surtout newportaise, puisque on s'est arrêté à Newport et moi j'étais très heureux et l'équipe aussi très heureuse de s'arrêter à Newport. Donc Newport, c'est à 4 ou 5 heures de route de New York. C'est la Mecque de la voile aux États-Unis. C'est là où il y a eu plusieurs coupes de l'America. C'est là où s'arrêtent les étapes des The Ocean Race.
Et donc c'est un endroit qui a vraiment le yachting ou une religion. Donc il y a beaucoup de ship chandlers, de chantiers, de personnes très compétentes pour réparer nos bateaux. Et toute l'équipe, on était vraiment heureux d'être là, dans un climat plus tempéré qu'à New York, et avec à disposition toutes les facilités possibles. Donc moi je sais que quand on refera cette belle course, on reviendra directement à Newport parce qu'on a été super bien accueillis. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines? Moi je me suis beaucoup reposé. Ma famille est là, donc j'ai beaucoup vu ma famille, me suis reposé, et puis c'est vraiment l'équipe technique et l'équipe logistique qui a pris le relais pour retaper le bateau. Heureusement, le bateau est arrivé en super bon état. Des détails, mais tu sais bien que sur des bateaux comme ça, les détails prennent beaucoup de temps. Donc en fait, l'équipe a pas chômé pour remettre le bateau en condition de course. Et là, le bateau est même encore mieux qu'au départ de The Transat CIC. On a pu même le développer, tu vois, ici, entre New York et Newport. Donc l'équipe a fait un super bon boulot. En fait, vous étiez à Newport parce que la flotte était dispatchée entre plusieurs endroits, c'est ça? Alors oui, écoute, on était à Newport parce que la flotte, la flotte était dispatchée entre 3 ports, 115 à New York, enfin à Brooklyn, en face de Manhattan, ceux qui étaient vraiment au bord de la skyline, à Moonbeam, donc toujours à New York, mais vraiment beaucoup plus loin de Manhattan et du centre-ville. Il y a à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend du trafic. Et puis toute une partie de la flotte qui est beaucoup plus loin, donc à 4-5 heures de route, quasiment 20 heures de navigation, qui sont à Newport. Quoi qu'il arrive, la classe IMOCA, on est tellement nombreux aujourd'hui que c'est compliqué de trouver des ports pour tous nous y mettre. Vous avez donc rejoint New York en provenance de Newport. J'ai eu l'impression que depuis votre arrivée à Newport, il s'est passé pas mal de choses. J'ai vu effectivement passer toutes les photos sur le pont de Brooklyn. Il y a eu cette course, ces runs de vitesse. Il y a eu cette présentation, cette soirée au New York Yacht Club. Raconte-nous un petit peu les festivités sur place en amont de cette New York Vendée. Bah écoute, c'est cette New York Vendée, elle coche un peu tous les rêves de moi, marin, de plus de 25 ans, les rêves new-yorkais et de Newport. Moi, je rêvais de voir Newport, j'ai pu aller voir Newport et voir toutes les baies, et nous on allait à Boston, etc. Et puis arriver à New York, là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau avec une soirée au Yacht Club de New York qui est absolument mythique. On a pu faire cela grâce à Rich Wilson qui est devenu un copain parce qu'on a fait le Vendée Club ensemble en 2016. Donc là, on était tous tirés à 4 épingles sur notre 31 en buvant du champagne avec toutes les demi-coques mythiques des différentes courses. Tu peux imaginer, c'est vraiment la quintessence du yacht club. Je crois que c'est un des yacht clubs les plus mythiques avec le Royal Yacht Squadron à Cowes. Et puis dans la foulée, le lendemain, Liberty Race, donc run au pied de la statue de la Liberté, au pied de la skyline new-yorkaise avec la Freedom Tower, l'Empire State Building. Des conditions de vent light et très très irrégulières, mais on s'en fout. C'est déjà, on pouvait naviguer à la voile, et puis tu navigues entre les énormes ferries qui vont sur la Statue de la Liberté. Enfin, c'était un rêve. Il faisait en plus un temps magnifique. Tous les invités avaient la banane, nous, toutes les équipes avaient la banane. Et puis on avait vraiment le sentiment de vivre un jour très particulier pour nous on travaille toujours dans l'ombre à Port-la-Forêt, entre nous, et là le faire partager un peu au centre du monde, parce que New York c'est un peu le centre du monde d'une certaine façon. C'était extraordinaire. Vraiment, moi j'en garde un souvenir pour la vie. Bon, eh ben tant mieux. Écoute, on va faire un petit retour en arrière avant de parler de revenir sur cette New York Vendée. Peut-être sur la fin d'année dernière, tu avais pris le départ. Donc on rappelle que ton bateau Stand as One a été mis à l'eau en juin 2023. Hein, c'est un plan raison, un SCO à dérive droite. Tu avais pris le départ en novembre de la Transat Jacques Vabre, en fin octobre de la Transat Jacques Vabre avec Martin Lepape.
Et là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce départ compliqué et cette grosse avarie au départ de la Transat Jacques Vabre? Eh ben écoute, oui, Axel, là, j'ai pas un super souvenir de la Transat Jacques Vabre 2023. On s'est lancé déjà avec pas mal de retard dû à l'énorme tempête Kieran, qui soit dit en passant a étêté mon arbre chez moi. Donc tous les jours quand je me lève, je me souviens de la tempête Kieran en regardant mon pauvre VTT. Écoute, voilà, il y avait un gros front à passer juste avant le départ, un flux d'ouest très fort avec une mer très cassante. On était dans des conditions assez engagées entre Saint-Malo et la sortie de la Manche. Et on était à quelques heures du du lever du soleil et une heure ou deux avant que le front ne passe complètement et que le vent tourne. Et moi j'étais à la bannette en train d'essayer de récupérer. Martin était de veille et à un moment je sens il effleure ma botte en allant à l'avant, ce qui est assez bizarre parce qu'on va rarement à l'avant quand on est en train de passer à fond parce que le bateau tape énormément et c'est très très brutal. Et je l'entends aller à l'avant, donc déjà je m'interroge et puis il m'appelle en disant il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et donc je vais à l'avant, effectivement il y avait de l'eau. Et puis j'ouvre la cloison, enfin la trappe de la cloison étanche devant la soute à voile. Et là l'horreur totale, de l'eau partout et deux trous. Je vois le jour qui commence à poindre à travers la coque. Alors déjà je me dis que c'est pas bon signe. Et surtout je vois la coque qui bouge et puis les lisses qui bougent et la cloison qui est bâchée. Et là, je me dis, c'est la fin, terminé. Donc on abat en grand avec Martin. Je lui dis, écoute, c'est plié, on abat, on abat. Dans la bâtée, il y a un safran évidemment qui se relève, tu sais, les emmerdes qui s'accumulent, déchire le J3, enfin bref, voilà. Et puis on arrive à tout calmer. Le vent tourne et nous ramène comme une fleur sur Roscoff. On rentre à petite allure. Et là, arrivé à Roscoff, on constate les dégâts qui sont assez importants. Donc, on sait pas avec certitude ce qui s'est passé. On pense que c'est un ovni, parce qu'il y avait pas mal de choses qui traînaient. Lazare, qui était devant avec Tanguy, percutait aussi quelque chose. Derrière, ils ont vu pas mal de choses flotter, des meubles, des arbres, des choses. Donc, on pense que c'est ça. On n'a pas la certitude. Ce qui est sûr, la certitude, c'est qu'arrivé à Roscoff, on a tout tenté pour repartir. On a monté un chantier à la Cosaque avec des gens super qui sont venus nous aider. On a tout tenté, on a commencé à réparer. Et puis, il nous a fallu un peu de temps pour avoir la logistique pour sortir le bateau de l'eau, se mettre sur des berges que DMG Mori nous avait prêtés. Et puis, quand on a vu que le bateau était sorti et on a vu l'étendue des dégâts, il y a Yvan Drevillon de Multitech qui est venu et qui nous a dit non, c'est trop compliqué, il faut arrêter. Donc on a plié boutique. Ça a été vraiment un moment dur psychologiquement pour toute l'équipe qui avait bossé comme des fous jusqu'au départ pour que notre bateau neuf soit prêt. Et puis pour moi, évidemment, je n'avais jamais connu ça. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais eu beaucoup de chance dans toutes mes aventures et mes courses de pouvoir les finir sans ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu de la chance parce que c'est pas arrivé au milieu de l'Atlantique. On a pu ramener le bateau et on a eu de la chance de ramener le bateau. Et après, c'est sûr que le chantier qu'on a monté pour tout réparer, on l'a remonté avec une énergie qu'on ne pensait pas avoir parce que faire un chantier quand t'as bien régaté, quand t'as ramené le bateau après des courses, t'es fatigué mais t'es plein d'une énergie forte parce que t'as accompli tous tes objectifs. Quand t'as raté ton objectif, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où moi je rends vraiment grâce à cette équipe et puis à nos partenaires, c'est qu'on est tous repartis à fond les ballons. Et c'était chouette de pouvoir finir cette Transat CIC avec un bateau en parfait état. Ça, je pense que ça a récompensé tout le monde. Quelle était l'étendue exacte des dégâts? Qu'est-ce qu'il a fallu refaire sur le bateau? Écoute, on a dû refaire faire chez Persico une partie du bordé de la coque, puisque l'impact a été là où navigue le bateau, donc à l'endroit où le bordé et la coque se rejoignent. Donc il a fallu changer 14 mètres carrés de coque
et refaire des lisses, reconstruire 3 cloisons. Donc ouais, il a fallu, ça a été 4 mois de travail acharné, et nous on a vraiment divisé le chantier en deux. Il y avait un chantier normal, un chantier d'hiver de bateau, et puis en même temps la reconstruction, donc 2 équipes, 2 chantiers. On imagine que ça a changé forcément ton programme, parce que tu n'as pas pu faire du coup retour à la base dans la foulée de la Transat Jacques Vabre. J'imagine aussi que d'un point de vue budgétaire, c'est compliqué quand il y a autant de travaux à faire qui n'étaient pas forcément pas planifiés. Comment ça s'est passé pour toi? C'est compliqué toujours parce qu'évidemment on est assuré dans nos bateaux, mais on a une franchise tellement élevée qu'elle en fait à chaque fois qu'on a un problème, sauf si le bateau coule corps et bien, tout part de notre poche, donc la poche de nos partenaires. Donc oui, c'est compliqué, c'est une grosse somme d'argent qu'on n'avait absolument pas prévue. Nos partenaires sont solidaires et on cherche aussi des entreprises pour venir nous rejoindre, pour profiter de cette année Vendée Globe, qui est quand même le moment où le repas et la table est mise est prête, et il n'y a plus qu'à se mettre à table et mettre sa serviette sur les genoux et boire l'apéro. Euh, voilà, c'est sûr que c'est des moments hyper compliqués dans des projets comme nous, parce que c'est sûr qu'on ne roule pas sur l'or, on essaie de faire le plus raisonnable possible. Et c'est là, je salue vraiment nos partenaires qui sont hyper solidaires et qui nous aident des meilleurs moyens qu'ils peuvent. Donc heureusement qu'on marche comme ça d'ailleurs, parce que sinon on s'en sortirait pas. On forme une famille. Du coup, est-ce que tu as modifié aussi ton programme, vu que tu n'avais pas fait le retour à la base? Est-ce que tu avais de toute façon prévu de faire The Transat CIC et la New York Vendée cette année, ou est-ce que ça a changé un peu ton programme? Oui, moi je voulais faire toutes les courses de la saison, et toutes les courses de toutes les saisons. Donc on a depuis que j'ai recommencé l'IMOCA en 2022, que j'ai loué Uber et puis après que j'ai eu mon bateau, pour moi il n'a jamais été question de pas participer à toutes les courses, parce que j'ai besoin de toute façon de naviguer en solitaire. Il faut que je navigue en solitaire pour être le plus performant possible sur le Vendée Globe. Alors c'est sûr que ça a changé pas mal de choses, parce que c'est comme si au départ de la Transat CIC, on repartait avec un bateau qu'on venait de remettre à l'eau, parce qu'on n'a pas pu bénéficier des Transats de 2023, même si on a partagé Jean Lecam et son équipe ont partagé leur job list retour, et c'est là où notre mutualisation de projet marche vraiment bien. Mais c'est sûr que là, tu vois, la Transat CIC, ça a été super chaud, et c'est pour ça que je l'ai abordé avec beaucoup de prudence. C'est que on avait un bateau neuf qui sortait de chantier, on l'a mis à l'eau, on a dû faire 5-6 navigations, le temps juste de remettre en place à quoi sert tel bout, tu vois. Enfin, mais on n'a pas pu vraiment s'entraîner et tester les choses. Donc on a jeté le bateau à l'eau, comme les autres équipes d'ailleurs, mais nous sachant que notre bateau il n'avait pas été éprouvé. Et donc là, moi je suis dans un mode, je suis comme si j'étais en novembre 2023 en Martinique, et je dois rentrer en France avec mon bateau. C'est-à-dire que je dois rester prudent, je dois rester très concentré sur l'état du bateau, parce que j'ai conscience que c'est encore un bateau neuf, et qu'il faut certes augmenter le curseur, mais naviguer, ramener un bateau en bon état pour qu'on continue de le développer, pour qu'il soit prêt pour le Vendée. Ouais. Il y avait sur The Transat CIC un enjeu fort pour toi de qualification, hein, parce qu'il fallait que tu termines la course, ce que tu n'avais pas pu faire pour retour à la base. Est-ce que du coup tu avais uniquement cette priorité en tête au moment de tes lancers de Lorient? Ah bah c'est clair que j'avais une pression folle sur les épaules. Il fallait absolument voilà, qu'on se soulage de cette histoire de qualification pour pouvoir être libre après. Et je peux te dire que quand on a récupéré toute l'équipe à New York, on avait tous le smile, on était tous heureux, parce que moi je suis parti vraiment sur cette course, et on se l'est même dit, tu vois, tous ensemble avec l'équipe, nos partenaires, c'était une course de qualification, c'était une qualif. Et moi je l'ai vraiment tenu comme tel,
les tentations étaient souvent fortes de vouloir accélérer, surtout dans la mer très cassante qu'on a eue sur cette course, mais j'ai toujours été très raisonnable et j'étais très content à la fin, tu vois, d'avoir tenu mes objectifs, parce que dans nos projets, il y a tellement d'enjeux, tellement peu de temps, tellement peu de moyens aussi, même s'il y a des moyens très importants, euh, ah, que tu peux pas te tromper d'objectif. C'est une faute professionnelle si tu te trompes d'objectif. Ouais, bien sûr. Il y avait la pression de la qualification. Il fallait non seulement finir, mais il fallait aussi finir dans un temps équivalent à celui du vainqueur plus 50%. C'est-à-dire, si j'ai fait mes calculs, il fallait que tu arrives au bout de 12 jours et 9 heures de mer, parce que Johan Richomme s'est imposé en 8 jours et 6 heures. Tu as terminé en 11 jours et 9 heures, je crois. Est-ce que à partir du moment où Johan est arrivé, tu as déclenché ton chrono? Tu avais ça en tête? Il y avait une espèce de course contre la montre. Raconte-nous comment tu as vécu ça en mer. Ah ben oui, c'est sûr, c'est évident que une fois que Johan est arrivé, j'ai bien regardé les timings et si tu veux, j'ai pas regardé du tout les timings pendant la course. Après, moi je me disais de toute façon, moi je navigue je navigue en bon marin et j'ai freiné, j'ai beaucoup freiné, notamment dans le gros reaching en partant d'Irlande, où là j'ai carrément roulé les voiles d'avant à un moment où je trouvais que le bateau souffrait trop. Il y a plein de fois où j'ai laissé tout le monde partir devant, mais maintenant j'ai toujours été, tu vois, dans le rythme de la fin du peloton, et c'était pas difficile de tenir ce rythme-là pour moi. Mais c'est sûr qu'une fois que Johan est arrivé, ah ben là il fallait quoi qu'il arrive, arriver dans les temps. Et oui, le chrono était en route et il fallait pas mollir, c'est sûr. Et tout en préservant le bateau, c'était complexe. Ouais, ouais. Reparle-nous un peu du bateau. Comment tu t'es senti sur ce bateau, sur cette première transat en solitaire pour toi, première course en solitaire même sur ce bateau, hein. On rappelle donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est un plan raison, un SCO à dérive droite. Dis-nous un peu quelles sont les sensations sur ce bateau. Est-ce qu'il est conforme à ce que tu en attendais? Ah ben, ce bateau, bon, c'est pas tellement le moment avec l'actualité mondiale, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai navigué, je me suis dit, c'est un missile ce bateau. Et parce que ouais, enfin, pour moi, c'est un rêve. Je me sens extraordinairement bien à bord. De toute façon, quand tu rentres dans un bateau que tu as conçu, tu connais, tu sais exactement chaque chose, quand elle a été là, par qui elle a été montée, pourquoi, ça change tout. Et le bateau avance avec beaucoup de facilité. C'est facile de le faire aller vite, quoi. Et ah non, j'éprouve énormément de bonheur à bord. Et tu vois là, je pars demain et je le regarde avec beaucoup d'amour. Et je sais que je vais prendre énormément de plaisir à naviguer encore dessus. Et ça, j'ai ça depuis les premiers bords avec. Et même si, bah, évidemment, il est dur, hein, c'est un bateau dur, mais aujourd'hui, je pense qu'on compte parmi les Epoca peut-être les moins durs. Mais bon, un SCO de 60 pieds, c'est dur à vivre. Mais il n'y a pas un moment où j'ai regretté mes choix, où j'ai regretté quoi que ce soit sur ce bateau. C'est vraiment un bateau qui va être idéal sur le Vendée Globe. Je le ressens en plus profond de maîtrise. Pourquoi tu dis ça sur ce bateau? Quelles sont les qualités principales de ce bateau? Dans quelles conditions il s'exprime le mieux? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, le cahier des charges de ce bateau, c'était la légèreté et la fiabilité. En fait, on a vu avec Jean Le Cam le fait d'avoir un bateau qu'on puisse préparer et peaufiner et être prêt pour le Vendée Globe. Et c'est pour ça que c'est vrai que le choix d'un bateau très simple, à dérive droite, le plus simple possible, pour nous, c'est imposé. Et, euh, et puis moi aussi, en tant que marin, je savais qu'il aurait fallu du temps pour que je puisse mener au maximum de mes possibilités un foiler. Donc voilà, le choix, ça a été vraiment de prendre des bateaux qu'on connaissait bien, c'est-à-dire Hubert et puis Maudoyeur, avec lesquels on a navigué, et de se dire on va partir de ces bases, de ces bateaux qui vont déjà très bien, qui sont très développés, très peaufinés, et puis on va les bodybuilder. Et puis c'est voilà, ce bateau, c'est ça, c'est ces bateaux qui vont déjà très bien à dérive droite et qui a pris du muscle, qui a pris de la puissance et qui a pris de la légèreté.
Et voilà. Et c'est vraiment notre concept. Et tu vois, c'est quelque chose de chouette. Enfin, moi que je cultive depuis toujours, mais d'être décalé par rapport aux autres. Moi, voilà, on suit notre piste et puis on va voir sur la piste du Vendée Globe ce que ça va donner, quoi. Voilà, et c'est chouette. Moi, j'aime bien être pas comme tout le monde et ça me va très bien. Et c'est un bateau qui marche bien dans toutes les conditions? Est-ce il a des points forts, des points faibles? C'est quoi? Est-ce qu'il est plus performant au portant, au près, au reaching? Dis-nous un petit peu plus sur les qualités intrinsèques de ce bateau. C'est un bateau qui va bien un peu partout, qui va bien au pré. On voit tu vois, la référence au pré, c'est quand même Monoyeur qui excelle au pré, parce qu'il a été très développé pour ça. Donc on est dans des vitesses équivalentes. On voit en VMG aussi, il est très bon. Reaching, de toute façon, c'est difficile d'atteindre les performances des foilers, mais on est mieux que les autres bateaux à dérive. Notre objectif, c'était d'atteindre, avec Jean, c'était d'atteindre un nœud à un nœud 5 de plus que les autres bateaux, surtout au reaching. Et là, on y est allègrement. Donc c'est chouette. Et puis c'est un bateau qui est très léger, comparé à d'autres foilers neufs, il est entre 1 tonne et 1 tonne 3 plus léger. Donc c'est sûr, dans les petits temps, on voit qu'on va bien. Et tu vois, sur les runs de la Liberty Race, ça avançait bien, ça avançait même très bien. Après, maintenant c'est à moi de trouver les manettes. C'est sûr que pour Jean Lecam, ça va être beaucoup plus facile avec toute sa compétence et ses dizaines et dizaines d'années d'expérience en course au large. Moi, c'est sûr que j'ai pas ce bagage-là. Et maintenant, il faut que je trouve les manettes de ce bateau-là. De temps en temps, je les trouve. Et à ce moment-là, le bateau, il part vraiment comme un missile. Et puis, de temps en temps, je galère un peu plus. Donc, tu vois, c'est à moi de travailler maintenant. Ouais, ouais. Tu parlais de Jean, le Cam, tu parlais de Hubert, qui est l'actuel bateau de Violette d'Orange, de Monoyeur, qui est le bateau de Benjamin Ferré. Vous formez une sorte de petit collectif du côté de Port-la-Forêt. Raconte-moi comment vous fonctionnez. Vous travaillez encore, vous collaborez encore ensemble, ou maintenant que l'échéance du Vendée Globe approche, chacun est un peu plus de son côté? Moi, je collabore surtout avec Jean Le Cam, puisque ce qu'on a voulu construire ensemble, c'est vraiment deux bateaux identiques et puis pouvoir mutualiser tous les développements et les règlements d'avarie ou de problèmes. Et on sait très bien que tous les deux, on doit absolument collaborer comme ça, parce que ça nous fait gagner du temps et de l'argent, mais surtout du temps, parce que le temps, c'est ce qui est le plus compliqué sur nos projets. Donc là, tu vois, par exemple, on va rentrer de ces courses. Moi, j'ai déjà partagé tout ce que j'ai vu avec Jean, et on va partager encore tout ce qu'il a vu lui dans le développement et moi ce que j'ai vu sur la Transat Retour. Après, avec Violette et Benjamin, on est des voisins, et donc on s'aide beaucoup. On essaie de s'entraîner ensemble. En plus, on est au pôle ensemble, donc voilà. Et nos bateaux sont toujours accessibles, tu vois. Enfin, nous, on est parti du principe qu'on n'avait rien à cacher. Moi, mon bateau, il est toujours accessible à qui veut. On est tellement différents des autres que c'est pas un problème de partager des choses. Parlons maintenant de cette New York Vendée. Maintenant que la qualification est dans la poche, grâce à ta 20e place sur The Transat CIC, dans quel état d'esprit tu l'abordes? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu te dis aussi que c'est peut-être un peu plus le moment de lâcher les chevaux, justement pour voir un peu où tu en es par rapport à la concurrence? Oui, enfin c'est sûr que je vais pouvoir un peu plus lâcher les chevaux. Déjà, je vais être un peu plus libéré, tu vois, sans l'épée de Damoclès de la qualif. Donc c'est sûr que je vais pouvoir un peu plus me lâcher. Je me suis pas du tout lâché sur la Transat CIC, mais vraiment pas du tout. Donc oui, et puis toi, j'ai plus de marques aussi sur le bateau. Donc forcément, je vais pouvoir réduire un peu plus tard. Je vais pouvoir envoyer un peu plus tôt. Je vais pouvoir aussi me lâcher sur la tactique, la stratégie. Euh, donc oui, je te réponds oui. Après, il y a toujours un mais. Un mais. Pour moi, il n'est pas envisageable de ramener un bateau défoncé au Sable d'Olonne en juin parce que j'ai ni le temps ni les moyens de le faire. Certes, je vais monter un peu le curseur, mais je vais rester très raisonnable et je vais encore une fois éviter la faute professionnelle.
de me tromper d'objectif. Mon objectif, c'est pas de briller sur cette transat, malgré tout le respect que j'ai pour la New York Vendée et les efforts extraordinaires que la Vendée a mis dans cette course. Et je vais rester sur mon objectif principal, qui est le Vendée Globe. D'accord, on est au moment, à l'heure où on enregistre cet épisode, vous l'écouterez vous demain après-midi, mardi après-midi. Là, on est lundi soir. Est-ce que tu sais un peu à quelle sauce vous allez être mangé d'un point de vue météo sur cette transat qui est réputée normalement être au portant? Est-ce que ça va être le cas ou est-ce que tu peux nous dire un peu les premiers jours comment ça va se passer? Eh ben, écoute, hier, j'étais à Times Square avec Sam Davis. On prenait des photos avec les médias du Vendée Globe en caplés dans nos cirés au milieu de la foule de Times Square. C'était assez cocasse. Et on était en train de se dire que c'était peut-être la première fois depuis au moins 3 ans qu'on va pas se faire taper la tronche sur une transat. Donc les conditions ont l'air assez maniables, même ouais assez tranquille pour l'instant. Bon, on va mettre du temps. Ça va pas être une transat super rapide. Enfin, les conditions peuvent encore changer demain. Ça change beaucoup parce qu'on est à l'endroit où se créent les dépressions à New York. Mais écoute, ouais, ça a l'air d'être plutôt tranquille. En fonction des fichiers européens et américains, soit on a vraiment pas beaucoup de vent, ou alors on arrive à rattraper un flux important de ouest-sud-ouest qui nous permettrait d'aller jusqu'aux Açores. Et donc on ne sait pas encore lequel des modèles américains ou européens va gagner. Et après ça, c'est plutôt du vent de travers, du reaching qu'on va avoir. Pas beaucoup de VMG. Bon, donc c'est plutôt rassurant pour toi. Tu nous as rappelé ton objectif, c'était absolument de finir avec un bateau en bon état. J'imagine que ça permet de gagner peut-être un petit peu en sérénité avant de s'élancer. Ah bah c'est sûr que tu vois, je suis beaucoup plus tranquille de prendre le départ là. En plus, on a un départ virtuel avec une ligne virtuelle. Il y aura personne sur l'eau, hormis nous et puis un hélicoptère qui va tourner avec une grande ligne de départ. Donc c'est sûr que j'ai du temps pour monter, me retrouver un peu seul, voir si tout fonctionne à bord, prendre le départ, on a des conditions, on a 5 à 10 nœuds sur la ligne de départ, tu vois, avec dans les premières heures. Donc tout ça, ouais, ça permet. Je pense que je vais bien dormir cette nuit et puis partir bien calme, tranquille. Cette transat va durer entre une semaine et 10 jours si tout va bien. Quelle va être la suite du programme pour toi et ton équipe? Eh bien, on s'amarre au Sable d'Olonne si tout va bien. On fait la fête avec l'équipe. Enfin, ceux qui seront là, parce qu'il y en aura certains qui seront en vacances parce qu'ils n'ont pas chômé depuis qu'on a mis le bateau à l'eau, ou même avant. Et puis, écoute, on a pas mal de navigation avec nos chers partenaires sur le bateau. Et au début juillet, on met le bateau en chantier pour un long mois et demi, le dernier chantier d'été avant le Vendée Globe. Donc, on va démonter le bateau, on va tout vérifier pour savoir dans quel état il est et dans quel état sont toutes les pièces du puzzle incroyablement complexe qu'est un IMOCA aujourd'hui. Et voilà, ça va être assez studieux. Et puis, moi, je vais en profiter pour prendre mes premières vraies vacances depuis 4 ans pour être le plus reposé possible et avoir le maximum d'envie pour la rentrée et les derniers bords à tirer avant le départ et le village du Vendée Globe. Vendée Globe, ça va être ton deuxième Vendée Globe, hein. On rappelle que le premier, tu avais terminé neuvième en 2016 et premier bisu. Tu vas l'aborder dans quel état d'esprit celui-là? Dans un état d'esprit très différent par rapport au premier. Ah oui, oui, je te confirme, c'est vraiment une aventure radicalement différente pour moi. Bah déjà, je sais où je vais. Je sais beaucoup plus de choses sur moi, je me connais bien mieux, et puis je sais beaucoup mieux faire du bateau à voile. Et je réalise à quel point je savais pas vraiment faire du bateau à voile, et à quel point euh, je savais pas bien naviguer, quoi. Et aujourd'hui, je sais vraiment beaucoup plus de choses. Et tu vois, sur le dernier Vendée Globe, j'ai mis la moitié à peu près à trouver mes marques et naviguer correctement. Et là maintenant, je pense savoir naviguer correctement. Donc ça m'intéresse de savoir
comment c'est de partir à fond les ballons et de rester à fond les ballons jusqu'à l'arrivée. Et voilà, donc Ouais, c'est un tout autre état d'esprit. Et puis, le Vendée Globe, c'est une course, mais c'est d'abord une aventure totale. Et je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve sur cette course-là. Et donc, on va laisser la part à l'inconnu. Donc, je laisse quand même une grosse part à l'inconnu et de questionnement. Donc, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. ouais, tu le redis, c'est bien évidemment d'abord une énorme aventure humaine, mais est-ce que quand même dans ta tête tu le prends un petit peu plus comme une compétition par rapport forcément à la première édition où tu découvrais tout? C'était déjà une compétition pour moi en 2016. J'ai jamais considéré que le Vendée Globe était un tour du monde comme les autres. Tu vois, j'ai toujours considéré que c'était une compétition. Et en 2016, je l'ai fait au maximum de mes moyens, qui étaient limités. Et là, maintenant, je vais avoir exactement le même état d'esprit. Je suis dans, pour moi, la plus belle compétition au monde, et je vais mettre tout ce que j'ai en moi, en nous, pour faire la plus belle chose possible. Mais j'ai exactement le même état d'esprit. C'est juste les moyens qu'on change. Ouais, ouais. On parle beaucoup parfois du match entre les bateaux à dérive par rapport aux foilers, qui est notamment ceux de dernière génération, qui sont quand même très nettement au-dessus. Est-ce que toi ça te parle? Est-ce que tu t'inscris un peu dans ce match qui est pas du tout officiel, hein, mais entre vous, est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous qui possédez des bateaux à dérive? Alors oui, effectivement, on en parle entre nous, etc. Maintenant, moi, j'adhère pas à ça. C'est pas mon sujet. Je considère qu'il y a des IMOCA qui sont tous différents. Et certes, sur une transat, c'est sûr que les foilers ont évidemment l'avantage. C'est évident. Maintenant, sur le Vendée Globe, où c'est beaucoup plus long, on peut pas casser. Il n'y a pas d'équipe qui nous attend après une transat. Où on est tout seul, on peut pas se blesser. Il y a quand même un aspect inconnu énorme et il faut être hyper prudent tout en avançant dans un bon rythme, etc. Je pense que les bateaux à dérive droite ont vraiment toutes leurs chances. Et moi, même quand je pars dans une transat, je suis pas en match avec les autres bateaux à dérive, ça m'intéresse pas. J'ai pas fait mon bateau pour ça, pour être dans le match dans le bateau à dérive. Et voilà mon état d'esprit. Et du coup, est-ce que tu te fixes un objectif quand même sportif? Est-ce que dans la tête, tu te dis, bon, si je fais dans les 15, j'aurai rempli ma mission. Si je fais dans les 10, est-ce que tu te fixes quand même à toi-même un challenge sportif particulier? Alors généralement, les journalistes n'aiment pas mes réponses. De temps en temps, je me dis oui, ça serait bien de faire à la même place. Mais maintenant, il y a beaucoup de plus de concurrence. Il y a des bateaux extraordinaires, des équipes extraordinaires. Donc c'est beaucoup plus relevé qu'en 2016, c'est évident. Donc je me dis ça serait bien, oui, faire dans les 10, 15, ça serait extraordinaire. Mais je sais que c'est pas mon carburant ça. Et moi, je veux juste faire le maximum que je peux faire avec mon bateau et sur l'océan. Et je me concentre là-dessus. Tu sais, c'est toujours l'histoire de l'archer qui se fout de la cible en fait. Il essaie d'avoir le geste parfait quand il bande son arc avec sa flèche. Toutes mes aventures, qu'elles soient collectives ou solo, m'ont toutes dit de me concentrer uniquement là-dessus. Parce que je sais pas quel sera mon niveau au milieu des 40e rugissants. Je serai sûrement meilleur qu'aujourd'hui je ne le suis. Et donc, si je me donne un objectif avec le Eric d'aujourd'hui, il sera forcément en deçà de ce que je pourrais faire dans les 40e dans le Pacifique Sud. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus d'ambition à peaufiner, à être au maximum de ce que je peux faire maintenant. Ouais, tu as un bateau qui est le sister ship de celui de Jean, on en a parlé. Est-ce qu'il y aura un petit match dans le match entre Eric et Jean? C'est terrible parce que c'est la question. Mais alors après, c'est comment se battre contre Jean Le Cam, tu vois, en étant même Éric Bellion. Moi, j'ai pas fait de Figaro. J'ai commencé la voile de compétition hyper tard. C'est hyper compliqué d'aller battre Jean Le Cam. Il a un talent extraordinaire. Il a une connaissance extraordinaire. Il a à la fois technique, en météo. Enfin, il fait près de 50 ans qu'il navigue. Donc, je vais pas dire que mon objectif c'est de battre Jean Le Cam. C'est illusoire de dire ça. Maintenant, je vais tout faire pour le battre. Voilà. Bon, Jean est prévenu, attention. Pour finir, quelle sera la suite pour toi? Est-ce que après cette année Vendée Globe, est-ce qu'il y a déjà envie soit de continuer derrière, soit de faire autre chose? Est-ce que tu as déjà planifié la suite?
Oui, on a planifié la suite. Moi, j'ai très envie d'aller faire The Ocean Race Europe. C'est une course qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'aller naviguer en équipe sur ce bateau incroyable. Et puis, je crois que notre bateau, son design, se prête beaucoup à The Ocean Race Europe, où il y a plein de petits airs à négocier. Ouais, l'objectif à court terme, c'est ça. Et puis, moi, j'ai encore envie de continuer. J'ai des projets avec nos équipes, aussi avec Marie Latensio, qui co-dirige l'aventure. On a des projets un peu fous et on a envie de continuer encore après. Donc, ouais, plein d'envie. Ouais. Et un troisième Vendée Globe? C'est possible. Là, tu vois, contrairement à 2016 où j'avais dit niet nada, never again, et après, j'ai mis beaucoup d'années, de mois à sortir de mes altermoiements et à revenir. Là, aujourd'hui, je m'interdis absolument rien. On verra pendant le Vendée les envies qui viennent, s'il y a une grosse envie de continuer, s'il y a envie d'arrêter ou de passer la main de ce beau bateau à quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui dans nos têtes, mais je ne m'interdis absolument rien. Je m'interdis plus rien, Axel. Bon, c'est très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci Eric. On te souhaite une bonne New York Vendée. On s'excuse auprès de nos auditeurs pour la qualité du son qui sera peut-être pas terrible, mais Eric, on le rappelle, est dans son bateau, donc il y a pas mal de bruit un petit peu parasite de l'équipe qui travaille autour de toi, mais au moins on sent que ça travaille. À très bientôt Eric. Bonne traversée de l'Atlantique. Ils ont été très sages. Voilà, ils ont été très sages. Bonne traversée de l'Atlantique et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 167e épisode de Pause Report. Bonne journée Eric. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!